vous dire bonjour à toutes et à tous. C'est un grand plaisir de vous voir aussi nombreux à GEM dans cette salle à 303. Malheureusement, on n'a pas eu l'auditorium, donc ça c'est une décision de la maintenance de GEM et c'est un plus grand regret. Je me suis parlé de choses qui fâchent. Il y a de ça 1h30, le concours d'éloquence il allait être annulé. Heureusement, on a fait les démarches et donc depuis 45 minutes, il est à nouveau maintenu. C'est des petites galères qu'on a eues. On est très content qu'au final ça puisse se faire. Et je vais aussi pour ça remercier les partenaires. Donc je remercie le Crédit Mutuel qui offre 300 € aux gagnants de ce concours d'éloquence. Donc pour les 6 finalistes, il y en aura un qui repartira avec un chèque de 300 €. J'espère que c'est vous, je regarde. Et je remercie aussi Grenoble Economic Management donc, qui nous permet de faire cet événement et qui nous sponsorise cet événement. Je vais aussi présenter le jury. Je vais commencer par vous maître. Monsieur Simon Philippe, donc, avocat expert du barreau de Grenoble en droit des marques. Bonjour à tous. Avocat en droit des marques, je pense que ça parle à certaines associations. Peut-être que vous avez des problèmes avec la justice, donc c'est jamais. Monsieur Philippe est là. Je vais aussi parler avec émotion d'une personne qui me fait l'honneur d'être ici, qui a fait de ma prépa une réussite, membre du conseil d'administration de la PHEC et qui a malheureusement intégré récemment la faculté d'Audencia. Là, vous pouvez faire vous. Je me perds. Professeur de culture générale dans ma prépa à Nantes, monsieur Frédéric Batricher. Et pour finir avec le troisième membre du jury, pas des moindres, responsable du pôle éloquence au sein de notre association pendant ce mandat, ancien militaire de 26 ans, maintenant réserviste, un apprenti hacker qui connaît toutes vos connexions un peu bizarres, donc faites attention à vous. C'est monsieur Raphaël Kéjas. Toutefois, je te laisse la parole si tu veux présenter les règles de ce concours d'éloquence. Oui. Merci Mehdi, merci à vous tous d'être présents et bien sûr merci au jury d'être rendu disponible pour ce bel événement. Alors je vais maintenant vous présenter le déroulé de cette finale ainsi que les candidats et les sujets qui leur ont été donnés. Il y a 3 duos de candidats. Chaque duo s'est vu attribuer un sujet. L'un doit défendre la position pour, l'autre doit défendre la position contre. Donc, ainsi, Antoine Larsimon, de GEM, défendra pour le sujet, lorsque l'on parle d'espace, la Chine est-elle la plus dangereuse, défendra la position pour, face à Solène Legros, qui vient du lycée Notre-Dame des Victoires, qui, elle, défendra sur ce sujet la position contre. Sur le sujet, devons-nous toujours faire plus que pas assez? Nous avons Imran Rami, de GEM, qui défendra la position pour, ainsi que Lucille Bron, qui vient elle aussi du lycée Notre-Dame des Victoires, qui défendra la position contre. Sur le sujet, les lavants du désert, symbole de création et d'espoir, un beau sujet, où Anthony Azouz de GEM défendra le pour face à Samuel Sakpa, qui vient de la faculté de droit de l'université Grenoble-Alpes, qui sera du coup contre. Donc chaque duo passe pendant 10 minutes, les 2 personnes seront sur scène en même temps, et un tirage au sort sera effectué pour savoir lequel des 2 commence. 2 candidats, selon les délibérations du jury, iront à la joute finale. Et donc il y aura entre cette première joute et la joute finale une pause de 10 minutes parce que les candidats devront préparer leur sujet pendant 10 minutes. Et pendant ces 10 minutes, nous vous proposerons un quiz pour vous tous. Et les finalistes reviendront et auront du coup 5 minutes pour présenter leur sujet et espérer du coup remporter le concours d'éloquence. Mais bien d'autres à côté, j'attends le fait que du coup, on va du coup commencer le concours. Et je vous propose de commencer sur le sujet concernant la Chine et l'espace. Et nous allons tirer au sort l'ordre de passage entre du coup Solène Legros
et Antoine Larsimon, Fred Legros de Notre-Dame des Victoires, du lycée Notre-Dame des Victoires. Voilà. Et Antoine Larsimon. Un petit chiffon pour ça. Antoine va commencer. Je ne sais pas. Quand la Chine s'éveillera, le monde tremblera. Ici, Alain Perfit nous prévenait déjà de la menace grandissante que représente la Chine. Ce géant au pied d'argile est à nos portes, et chers jurés, il faut nous réveiller. La Chine, Zhuangguo, en chinois, veut dire tout simplement le pays, au milieu. Ici, on comprend très facilement le lien étroit qu'entretient la Chine et la notion d'espace. Évidemment, quand on parle d'espace, on peut penser à Michel Fouché, qui l'exprime comme tout simplement un espace qui est un endroit délimité par des frontières maritimes ou terrestres. Sur un plan plus spirituel, on pense notamment au fait qu'il y a bien un espace, c'est un endroit où des hommes partagent des similitudes. Enfin, sur le plan géopolitique, un espace, c'est un endroit qui est convoité, donc qu'on protège, qu'on veut conquérir. Quand on étend la notion d'espace, on peut même voir ça d'une manière extraterrestre. Aujourd'hui, un enjeu. Et donc nous allons voir, chers jurés, que soit la question de la Terre ou de l'extraterrestre, la Chine est une menace sans précédent, transformant peut-être même l'espace en une future guerre des étoiles. Depuis tout à l'heure, je parle de danger. Finalement, qu'est-ce que le danger? Le danger, ça dépend de quel côté du canon du char d'assaut l'on se trouve. Petit clin d'œil ici à Tiananmen. Le danger, en chinois, se dit wei, composé de deux caractères qui veulent dire la même chose. Le danger vient d'en haut, comme une épée de Damoclès, une fin inéluctable. On peut aussi se remettre à une définition de 1160 du livre Énéas, qui veut dire que être dangereux, c'est menacer autrui. Mais est-ce que la Chine, en termes d'espace, est la plus dangereuse? Il est difficile de répondre à cette question. Effectivement, il n'y a pas de critères, il n'y a pas d'échelle. En revanche, je me suis permis d'utiliser l'échelle de dangerosité des prédateurs de notre Terre. En premier lieu, le premier palier, c'est de savoir si un prédateur a une portée géographique. Par exemple, c'est là où on retrouve le chien. Deuxièmement, la portée si le prédateur est une menace pour son environnement proche. C'est là où on retrouvera le tigre. Troisièmement, si ce même prédateur est une menace pour un environnement plus lointain. C'est aussi qu'on retrouvera le dragon. Et le dernier palier, eh bien, c'est lorsque le prédateur est si dangereux qu'il est une menace pour lui-même. Et c'est là où on retrouvera le plus grand des prédateurs, l'homme. Donc, pour d'abord expliquer pourquoi la Chine a une portée géographique très importante, eh bien, Sun Tzu l'a dit, l'art de la guerre, c'est mettre à genoux l'ennemi sans le combattre. Et à ce jeu-là, la Chine est très forte. Grâce à son soft power, évidemment, une diaspora de 50 millions d'êtres humains. Elle partage sa culture, son modèle économique, son art de vivre, via une doctrine, le Kiao Sili, qui veut dire communiquer beaucoup et de manière intelligente. Le confucianisme, cet art de vivre, très populaire en Chine, évidemment, dans les diasporas, mais également dans tout le reste de l'Asie. On a les instituts Confucius partout dans le monde, où on parle chinois, évidemment, où on est conscient de la culture. Le lien entre ce soft power et la notion d'espace est très clair. C'est que la Chine est tellement partout que même dans nos têtes et dans nos esprits, elle occupe tout l'espace. La Chine est-elle une menace pour son espace proche? Ici, évidemment, l'Asie.
Un mythe chinois, le mythe de Sun Wukong, ce singe malicieux qui, en voulant conquérir l'Asie, a quasiment détruit le paradis. La Chine impose une hégémonie sans précédent en Asie, si bien que le Japon ou encore l'Inde ne font que pâle figure. Économiquement, la Chine a lancé en 2013 les nouvelles routes de la soie, Yidai Yilu en chinois. Sur le plan militaire, le collier de perles chinois dans l'océan Indien est une véritable domination. Et lorsque je dois parler de menaces et de dangers en Asie, je ne peux pas ne pas parler de ce que la Chine commet au Tibet, de ce que la Chine a commis avec les Ouïghours et de ce que la Chine a commis contre la population mongole lors de sa révolution culturelle. Mais la Chine va encore plus loin, car dans le monde aussi, la Chine est une menace. Évidemment, on peut citer le mythe chinois encore de Pangu, cette créature gigantesque qui, avec son énorme hache rouge, a détruit les mers et les montagnes pour créer un monde à son image. Ça ne vous rappelle rien? Malheureusement, la Chine a fait pareil. Aujourd'hui, l'Afrique, que je pourrais même plutôt nommer la Chine-Afrique pour être plus juste, est une terre qui n'appartient plus vraiment aux Africains. La conquête noire pour les terres et les minéraux l'ont complètement desséchée. La Chine est très forte puisqu'elle s'installe dans les pays sans se préoccuper des conditions sociales, politiques et économiques. D'ailleurs, elle s'accommode très bien des régimes dictatoriaux, comme en Guinée ou au Zimbabwe. Dans le reste du monde, eh bien, la Chine, en raison de ses positions impériaux-communistes, est une menace persistante, puisque même pour les grands États-Unis, la Chine est devenue l'ennemi numéro 1. D'ailleurs, il suffit d'envoyer des ballons pour observer le sol américain pour créer un incident diplomatique entre Pékin et Washington. Dans le monde, la Chine est dangereuse. Mais lorsqu'on sort de la surface de la Terre, eh bien, à l'image de la poudre à canon qui devint fusée d'artifice, la Chine a toujours été tournée vers le ciel pendant que nous nous regardions en bas. D'ailleurs, le terme empereur, qui se dit en chinois Tianwang, veut dire roi du ciel. Car oui, la Chine, à elle toute seule, est en train de construire une nouvelle navette spatiale, uniquement chinoise, mettant le projet commun de côté. Donc, même dans l'espace, la Chine est dangereuse. Et au final, vous pouvez me poser la question de comment faire pour arrêter ce géant. Eh bien, un sportif japonais a dit que le seul qui puisse le battre, c'est moi-même. Donc, peut-être que le seul ennemi de la Chine, c'est elle-même. Et justement, une des plus grandes légendes chinoises, c'est la légende du serpent blanc. Un serpent qui, en voulant sublimer sa condition, s'est autodétruit et a mené dans sa perte le reste des serpents. Ce mythe va très bien à la Chine, puisqu'elle est tellement dangereuse qu'elle pourrait nuire à son propre développement. En 2021, le Premier ministre, l'ancien Premier ministre français, Édouard Philippe, a d'ailleurs dit que la Chine faisait face à 3 vertiges. Le premier, le vertige social, une balance démographique déséquilibrée. La Chine a évidemment déjà connu des révolutions, Tiananmen en 89, Hong Kong récemment, et oui je sais, à chaque fois ces révolutions ont été étouffées. Mais on voit aujourd'hui un monde qui évolue vers l'information et vers la communication. Vont-ils toujours pouvoir cacher ces révoltes? Le virage environnemental, le vertige environnemental, le fleuve Amour desséché, ils ont pollué leurs terres, ils ont pollué leur ciel, ils ont complètement enlevé toutes les ressources de la Mongolie et aussi de l'Afrique. Il ne reste plus rien. La Chine est une véritable marée noire à l'échelle planétaire. Sur le plan géopolitique, on arrive vers une périphérisation de l'Europe et une remise en cause même de la notion de liberté avec le peuple chinois opprimé durant la crise sanitaire. Donc pour conclure, chers jurés, oui, la Chine est un danger sans précédent quand il s'agit d'espace. Elle est au sommet actuel de la chaîne alimentaire, passant d'un chien enragé à un tigre affamé et à un dragon colérique. La Chine se propage partout et semble ne laisser aucune issue. Enfin, pardon, si, une seule. Comme Sun Tzu l'a dit dans l'art de la guerre, car pour gagner un conflit, il faut toujours laisser une porte de sortie pour humilier le camp adverse. Et je crois comprendre que la seule, unique porte de sortie serait finalement de joindre les pieds et de s'incliner.
Ah non, il a bien voulu la fin. Bonjour à tous. Je ne vais pas vous le cacher, je ne suis pas une experte en ce qui concerne la géopolitique. Et encore moins lorsqu'il s'agit de la Chine. Parfois, des années d'études ne suffisent pas à comprendre réellement ce qu'il s'y passe. Ce n'est pas en 3 jours que j'ai pu faire la différence. Ce qui est évident, en revanche, c'est que la Chine prend beaucoup d'espace, notamment à travers nos médias. Ce pays enchaîne les scandales. Après l'épisode du pangolin ou de la chauve-souris, on n'a jamais vraiment trop su. Puis des suspicions d'être espionné à travers un réseau social devenu majeur, voire viral à notre génération, TikTok. Et maintenant, des ballons suspicieux prenant des vacances au-dessus des États-Unis et du Canada. Ça commence à faire beaucoup. La Chine prend donc beaucoup d'espace. Mais pas que à travers nos médias. Cet espace pris par la Chine peut se définir de nombreuses façons. Une distance, une durée, une zone occupée, ou encore le lieu mystérieux où se retrouvent planètes, étoiles, astéroïdes ou astronautes, et bien évidemment, ce tout nouvel espace, le cyberespace. De son côté, la Chine est elle aussi mystérieusement impressionnante. Elle enchaîne les succès liés à son développement, à la fois par son économie, mais également par son influence grandissante. Et cette croissance fait peur. Certains parlent de puissance dangereuse, voire même de la puissance émergente la plus dangereuse. Mais cela n'est pas tout à fait correct. Et nous allons voir que la Chine, à travers de nombreux espaces, n'est pas la plus dangereuse. Elle a même réussi à plusieurs reprises à montrer qu'elle pouvait être indispensable. Si nous commençons par prendre l'espace purement géographique, une superficie. Superficie, signe de puissance et donc potentiellement de danger, en raison d'un vaste ressources et forces disponibles. La Chine n'est pas la mieux placée en termes de superficie. Elle n'est que 4e mondiale. 4e après la Russie, le Canada, les USA. Si nous prenons maintenant la ZEE, cette fameuse zone économique exclusive, il est à noter que la Chine n'est pas si bien placée que ça. Pourtant, cette zone est source de puissance et donc potentiellement de danger. Mais la Chine est derrière la France, derrière les USA, derrière l'Australie et derrière bien d'autres encore. Vous le voyez donc bien, la Chine n'est pas la plus dangereuse en ce qui concerne l'espace purement géographique. De plus, l'apparence souvent gigantesque de cette Chine cache de nombreuses contraintes. Contraintes réduisant ainsi l'impact de sa dangerosité potentielle. Sa vaste superficie nécessite de nombreux efforts. Des efforts en termes de sécurisation, des efforts en termes de service à la population. Il faut savoir que lorsque l'on est parent de 1, 2, 3 ou même plusieurs enfants, c'est déjà compliqué. Alors imaginez la Chine, avec ses plus de 1,4 milliard d'habitants. Ça en fait les bouches à nourrir. De plus, la partie puissante de la Chine est un petit peu comme la partie visible de l'iceberg. Car il faut savoir que ce territoire est loin d'être totalement maîtrisé. Sans oublier les nombreux problèmes en interne. Il y a une population détruite par la pandémie et qui souffre de nombreuses inégalités sociales qui fragmentent la population. Si nous prenons maintenant la sphère d'influence, l'espace que peut avoir la Chine en termes d'influence. Espace qui peut être qualifié comme une zone ou région sur laquelle un État ou une organisation exerce une importante influence, à la fois économique, militaire, culturelle ou politique. Il est évident que l'objectif de la Chine est de dépasser les USA en termes de puissance mondiale. Mais contrairement à ce que pourraient faire ses voisines, à l'exemple de la Russie, bien évidemment, la Chine essaierait plus de le faire de manière amicale. Elle chercherait plus à séduire plutôt qu'à être crainte. C'est ce qu'on appelle le soft power. De plus, à défaut d'être dangereuse, la puissance de la Chine a pu se montrer indispensable. Si nous regardons tout simplement l'espace qu'elle prend dans l'économie. Certes, cela va être considéré comme un danger. Danger en raison des monopoles qu'elle pourrait acquérir. Mais si nous enlevons le Made in China de notre maison, nos placards seraient bien vides. L'économie chinoise est donc indispensable à nous tous. De plus, l'espace que prend la Chine d'un point de vue économique est bien plus compétitif, bien plus amical
que dangereux. Donc non, la Chine est loin d'être dangereuse en termes de puissance économique. Si nous parlons maintenant de l'influence politique, il est à noter que la Chine est le pourvoyeur de troupes le plus important des 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, mais également le 6e contributeur financier aux opérations de maintien de la paix. Les médias n'en parlent pas, mais sans la Chine, 12 opérations de maintien de la paix n'auraient pas pu avoir lieu, ce qui fait d'elle un véritable acteur diplomatique. Donc non, la Chine n'est pas non plus la plus dangereuse en ce qui concerne l'influence politique qu'elle peut avoir. De plus, on dit souvent que ce n'est pas la taille qui compte. On l'a vu avec de nombreux exemples de nombreux pays bien plus vastes, beaucoup plus petits, sont bien plus dangereux que la Chine avec son espace immense. L'exemple le plus évident reste bien évidemment la Corée du Nord, dangereuse car personne ne sait réellement ce qu'il s'y passe. Si nous regardons maintenant les Émirats arabes, il est à noter que si nous regardons un espace en termes d'espace environnemental, de nombreux scandales sont liés à une soif de puissance, une soif d'argent honteux pour l'environnement. Comme si la Coupe du Monde de foot de Qatar n'avait pas suffi, on rajoute à cela les Jeux Olympiques d'hiver 2029. Et parce que oui, messieurs, dames, climatisez l'extérieur, mettez de la neige sur du sable, c'est logique après tout. Donc non, nous voyons bien que la Chine n'est pas non plus la plus dangereuse en ce qui concerne l'environnement. Maintenant qu'on commence à avoir un peu fait le tour de tous ces types d'espaces, prenons maintenant l'espace spatial. Signe de danger, souvent en raison des risques de santé liés aux radiations, mais également des risques environnementaux liés aux déchets spatiaux, mais surtout les risques de compétition en raison des exploitations des ressources pouvant être découvertes. Il est à noter que malgré ces efforts, la Chine reste derrière les USA. Le budget américain reste beaucoup plus grandiose que le budget chinois en termes de conquête spatiale. Commercialement, le marché du lancement des satellites reste dominé par SpaceX, les Américains. Donc non, la Chine n'est pas non plus la plus dangereuse en ce qui concerne la conquête de l'espace spatial. Pour finir, la Chine a réussi à montrer à de nombreuses reprises qu'elle était loin d'être la plus dangereuse en ce qui concerne différents types d'espace. Elle n'est pas la pire en termes d'espace géographique. Elle n'est pas non plus la plus dangereuse en termes d'espace d'influence, à la fois économique et politique. Mais elle n'est pas non plus la plus dangereuse en termes d'espace environnemental, en termes d'espace social, en termes d'espace spatial. Sans oublier que même à travers le cyberespace, la Chine reste toujours actuellement derrière les Américains. L'image du dragon chinois, dangereux que nous pouvons avoir, devrait être mise à jour. L'image médiatisée et enseignée de la diabolisation de la Chine devrait être vue sur de nombreuses autres facettes. Donc non, lorsque l'on parle d'espace, la Chine n'est pas la plus dangereuse. Alors franchement, on a eu une première super shoot. Là, le jury est en train de délibérer. Ils ont 3 minutes. Ça va être très compliqué parce qu'on a eu un très beau duel. Je pense qu'on peut les réapplaudir. Nous allons donc passer à un autre sujet qui est devons-nous toujours faire plus que pas assez. Et sur ce sujet, nous aurons donc Lucille Bron de Notre-Dame de Victoire, du lycée Notre-Dame de Victoire. Et nous aurons aussi du coup Imran Rami. Dans notre monde actuel, capitaliste, où la productivité est érigée en idéal et où la mode est au livre de développement personnel nous expliquant que quand nous levons à 4 h du matin le dimanche, on arrivera à accomplir toujours plus de tâches. On serait tenté de croire que plus serait synonyme de mieux. En effet, ne sommes-nous pas récompensés pour nos efforts acharnés par de meilleures notes, un meilleur salaire, une meilleure estime de nous? Ne sommes-nous pas triomphants une fois avoir réussi à la sueur de notre front à cocher toutes les cases de notre interminable to-do list? Et dans ce cas, ne faudrait-il pas toujours faire plus que pas assez? Au premier abord, on serait tenté de répondre oui à cette question, et pourtant ce serait peut-être une grande partie de la réponse. D'abord, pourquoi faire plus? Pourquoi s'épuiser ou perdre son temps précieux quand on pourrait se reposer ou se détendre?
Face à la course à la productivité, je décide de prôner l'oisiveté. Soyez paresseux et vous serez heureux. J'ai pour preuve irréfutable un témoin expert en la matière qui n'est nul autre que mon adorable petit chat. En effet, qui de mieux placé que cette charmante boule de poil pour s'exprimer sur une activité. Avec un total de 16 heures de sommeil quotidien et un temps éveillé passé à manger et à détruire le canapé, il ne connaît pas le travail et l'exigence de toujours faire plus. Et pourtant, je n'ai jamais vu un humain aussi heureux et apaisé. Car c'est surtout ça que nous apporte l'oisiveté, la tranquillité. Loin du monde du travail, des études et de leur rythme effréné, l'oisiveté nous permet de nous libérer. On s'émancipe des responsabilités qui nous écrasent et du travail qui, loin de nous rendre indépendants, nous asservit. Nous, actifs, sommes tous esclaves, qui de son patron, qui de son salaire, qui de son agenda, qui de sa femme. Chez les accros à la performance, le travail fait aujourd'hui figure de religion. Et le dimanche n'est même plus un jour de repos, mettant l'inactivité au sommet des péchés capitaux et avec, pour texte sacré, le relevé des impôts. L'inactif, lui, est libre, libre et heureux. Heureux de faire ce qui lui chante tout l'été à l'image de la cigale, bien plus épanouie que la fourmi, qui passe son temps à essayer d'avoir toujours plus. Alors, arrêtez tous, arrêtez de faire ce qu'on attend de vous et concentrez-vous sur ce que vous aimez. La vie est trop courte pour la passer à être l'esclave de quoi ou de qui que ce soit. Et comme le prônait Horace il y a 2000 ans, mais aussi les trois quarts des tatouages des années 2000, carpe diem. Et si malgré le témoignage poignant de mon chat, vous n'êtes toujours pas convaincu que ne pas faire assez est largement suffisant, je peux vous concéder quelques exceptions et vous conseiller de parfois faire plus que pas assez, mais de concentrer vos efforts sur un domaine bien particulier. Pensez-vous vraiment que Mozart aurait pu composer sa première sonate à seulement 6 ans, s'il avait perdu son temps à essayer de performer en littérature, en mathématiques, en littérature, en art plastique, en aquaponie? Nous serions plutôt bien embêtés si on était tous forcés de faire le minimum dans chaque discipline. Nous serions alors médiocres partout, mais excellents nulle part. Nous n'aurions peut-être jamais eu le téléphone d'Edison, l'impressionnisme de Monet. Ou pire encore, le superbe triplé de Kylian Mbappé. Il ne faut donc pas toujours faire plus que pas assez, mais faire toujours assez pour ce qu'on aime le plus. Ensuite, pour pouvoir réellement répondre à cette question, il faut déterminer ce que représente pas assez. Sans vouloir offenser personne, je pense pouvoir affirmer sans me tromper qu'un pas assez à Louis le Grand est un bien assez au lycée autogéré de Paris. Ainsi, la notion de ce qui est suffisant varie d'une personne à l'autre, dépend de notre niveau d'exigence. Vous avez sûrement déjà vécu cette situation où un de vos camarades est en pleurs pour un 14 sur 20, alors qu'un autre saute de joie pour un 10 qui fera la fierté de toute sa famille pendant des générations. Alors, il suffirait simplement de revoir nos objectifs à la baisse pour qu'un pas assez devienne un assez bien. Arrêtons d'essayer de nous dépasser jusqu'à épuisement et contentons-nous de l'essentiel, un essentiel qui nous est propre. J'aimerais également profiter de ce sujet pour défendre une cause qui m'est très chère, la procrastination chronique. J'ai connu la douleur et l'angoisse de commencer une dissertation de SES à 23h, un devoir à rendre pour le lendemain 8h et dont j'avais pourtant connaissance depuis 3 semaines. Après 2 heures de sommeil et 6 cafés ingérés, j'ai réussi à rendre mon travail à temps, mais à quel prix? Nous ne devrions pas nous épuiser et faire peu si faire plus se fait au détriment de notre santé et de notre tranquillité d'esprit. De plus, à mes yeux, l'inactivité est souvent plus épuisante que l'action. En effet, faire peu est difficile car faire plus est psychologiquement stressant. On imagine par anticipation tous les efforts à fournir pour simplement présenter un travail convenable. Les retombées négatives d'un manque d'efforts fournis sont également bien plus difficiles que celles d'un travail bien fait. Ça demande donc une grande force de caractère. Celui qui n'en fait pas assez est bien plus admirable que celui qui travaille, qui rend un travail fini, félicité, adulé, alors que le paresseux est pointé du doigt.
Entre résistance accrue au stress, capacité à travailler sans pression et tout pour estimer le temps que prendra un devoir, je vous conseille à tous d'expérimenter le pas assez. Vous en sortirez grandi avec une capacité à faire face à toutes les difficultés de la vie. Arrêtons d'aduler les acharnés du travail et félicitons plutôt les véritables héros, ceux qui en font toujours moins que les autres. Car si tout le monde en faisait assez, celui qui fait plus que l'essentiel cesserait d'être insensé. J'ajouterais à cela que faire plus n'est pas forcément faire mieux, et que faire mieux n'est pas forcément bien faire. Car comme le dit la fameuse maxime, le mieux est l'ennemi du bien. En voulant sans cesse faire plus, on finit par en faire trop. Et j'ai appris cette dure leçon en faisant un hors-sujet au bac blanc de français. À vouloir faire mieux que les autres, j'avais perdu de vue l'essentiel. Faire peu garantit alors d'être pertinent, moins d'efforts pour plus de résultats. Et c'est ce que nous expliquent par exemple les partisans de la décroissance. Faisons moins et tout ira mieux. Faisons moins et la planète sera sauvée. Je vous dis alors, faites moins et vous serez sauvés. Enfin, j'aimerais critiquer une nouvelle fois la sacralisation de la productivité et l'encouragement à toujours faire plus. Ne faudrait-il pas être plus plutôt que faire plus? Ne devrions-nous pas prôner l'accomplissement personnel plutôt que les résultats matériels? Éloignons-nous de la futilité des tâches à accomplir et concentrons-nous sur l'utilité de notre élévation morale. Ne devenons pas les hommes les plus actifs, mais les plus admirables. Et enfin, si le but de la vie est le bonheur, cessons d'essayer de faire plus. Soyons plus. Mesdames, Messieurs, très chère audience, venue en nombre, jury, je vais être franc avec vous, avec tout le monde ici présent. Ceci n'est guère un discours. C'est bien plus que cela. Avec moi, c'est toujours plus. Ceci est un hymne au dépassement de soi. Je m'efforcerai aujourd'hui, devant vous, public, de donner le meilleur de moi-même, comme je l'ai toujours fait. Devons-nous toujours faire plus que pas assez? Oui, hein, pas assez. Hein. Retenez bien. En voilà des gens qui n'ont, heureusement pour eux, jamais, je dis bien jamais, dû se rattraper d'une erreur commise. Tout homme s'est déjà vu rejeté par sa bien-aimée, et ce même, en dépit de lui avoir décroché la lune, et se retrouver avec ces quelques mots en guise d'une réponse négative, sèche, orgueilleuse. Tu pensais vraiment te rattraper avec ça? Oui, mesdames, je comprends votre exigence. Hier encore, vous lui disiez d'aller toujours plus loin et lui obéissait tant bien que mal à cette consigne. Force est de constater qu'il n'y avait pas qu'une pleine lune qu'il fallait vider. Ainsi, le dépassement de soi est un processus bien long et périlleux duquel n'en ressortent que ceux qui ont cru à leur capacité et ne se sont pas censurés. J'espère au passage ne pas avoir éveillé les chakras qui sommeillent en vous. Tenez-vous bien, vous êtes ici dans un hémicycle, ne jouez pas au curé. J'espère au passage que ma mère me pardonnera pour ces mots. C'est à cause de Monsieur Bretéché que je me suis perdu dans l'amour. Aimer se perdre. Les mots, voyez-vous, les mots ont un sens. Et prenez garde à ne pas vous perdre en chemin, car vous pourriez bien être berné. Mon adversaire du jour aura bien du mal à vous montrer qu'il ne faut pas toujours en faire plus. Qu'à cela ne tienne, si cela est vrai, pourquoi ne s'est-elle pas arrêtée en plein milieu de son discours? Pourquoi en avoir fait plus? Pourquoi donc? Pourquoi ne pas s'être arrêtée tout simplement? Ne pas en avoir fait assez? Ne pas avoir répondu à ses objectifs? Les objectifs. Les objectifs que l'on nous fixe sont trop près. Je crois qu'on a trop zoomé.
En fait, il est plutôt de notre devoir de sortir de ce cadre. Quel modèle de société voulons-nous? Un Olympique de Marseille qui échoue en Ligue des Champions? Une candidate qui s'arrête en plein milieu de son discours? Ou pire encore, une crise climatique que l'on ne tempère que par des degrés? Non, 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 non. Ce n'est pas un modèle auquel j'aspire, ni même une société dans laquelle je m'imagine. Éternel insatisfait, dit-on de l'homme? C'est bien vrai. Le dépassement, aller toujours plus loin, est essentiel, et par essence solution d'une équation qui n'avait au demeurant qu'inconnu. De la bêtise, Jacques Brel disait, c'est un homme qui vit et qui dit, ça me suffit, qui n'en fait jamais assez, jamais assez, qui ne sait jamais rien, c'est une paresse. Non, ni vous ni moi ne sommes paresseux. Si aujourd'hui, vous ici, êtes présents, c'est parce que vous avez fait morfler. Et après tout, je ne mords pas, mais méfiez-vous. Car la mort, elle, pourrait gagner bien d'entre vous, beaucoup d'entre vous, après avoir bu la parole de ces somnifères. Seul ici, mais ensemble avec vous, je suis convaincu que nous irons plus loin, ensemble, toujours plus. C'est précisément parce que vivre n'est pas un crime que nous devons faire toujours plus et surtout être acteurs de notre vie. À enfoncer des portes, j'ai souvent été, à mon grand dam, surpris de voir des acrobates en mission, des personnes en chien stylé, doggy style si vous préférez, mais j'ai surtout compris une seule chose. Je suis le seul et unique responsable de mes limites, et je suis donc le seul à pouvoir les faire tendre vers l'infini. Comme l'affirme Camus, Albert, un homme, ça s'empêche. Eh bien moi, oui moi, je m'empêcherai d'être médiocre aujourd'hui. Ma question préférée? Quel plafond de verre vais-je encore enfoncer? Voilà ma philosophie. Non poteste esse gallico. Gallico. Et là vous vous dites, un sarrasin qui parle latin, c'est sûrement historique. Dans les retraites de mes tristesses, je m'éplais. Oui, je sais, quelle idée d'avoir un E en plein milieu du prénom Imran. Merci maman. Je m'éplais et comment dire, je n'avouais pas. Je devais sortir la tête de l'eau. Oui, je suis de ceux qui veulent toujours plus. Et de ce fait, j'ai décidé de capitaliser sur mes peines pour repartir de l'avant. En plein dépassement de soi, je doublais par la gauche, ne laissant dans mon rétroviseur que médiocrité, peine, paresse et détresse. Détresse, oui. Détresse. Une femme avec détresse se trouvait au bout de ce tunnel duquel je n'apercevais pas encore la fin. Sur le bas-côté, cette dame, oui, elle se trouvait. Et comme l'optimisme est contagieux, je tendis ma main à cette femme et dis, « Oh, toi femme, avec détresse, qui semble stressée, perdue dans sa détresse, des stress ?» En bon solidaire, je lui dis de monter dans mon véhicule. Et plein de bonnes intentions, hein, je ne suis pas Gabriel Matzneff, nous prenions la direction de réalisation de soi sur mer.
C'est la meilleure version de moi-même que j'ai en ligne de mire et rien d'autre. Pour ma part, le passé est pour moi qu'un moyen, au présent, de me projeter au futur. Finalement, j'espère que ces quelques mots vous apporteront la vision, la motivation et la passion d'aller toujours plus loin, de donner toujours plus, à ne pas confondre plus avec trop, rien à voir avec le capitalisme. Et n'oubliez jamais, je dis bien jamais, sous aucun prétexte, vous, étudiants, vous, professeurs, et même vous, jury, que vous êtes, comment dire, cette lueur d'espoir dans le noir, que vous êtes la devise que défend le héros, soit la cerise sur le gâteau. Les pluies hivernales ont provoqué des inondations meurtrières dans certaines régions de l'Ouest de l'Arabie Saoudite. Mais alors, qu'est-ce qui est le plus important? Le maintien de l'intégrité physique et morale d'un individu que l'on nomme homme, ou alors la beauté passagère d'un événement causant la perte de plusieurs êtres chers? Vous savez, je connais une fille qui aimait sa poupée et ses amis. Ruth, Anna et surtout Jérémie. Et cette amie, on pensait qu'elle se marierait un jour à Varsovie. À Varsovie, elle y était. Mais dans un ghetto. Elle s'appelait Anna et elle n'avait même pas 8 ans. C'était une petite fille, sans histoire et très sage. Comme toi, elle avait 2 yeux. Elle avait une bouche, un nez et des rêves. Elle avait de l'espoir. Elle avait envie de créer des choses de ses mains. Elle voulait changer le monde. Changer le monde avec des bouquets de roses? Non, avec ses mots. Cette fillette, elle a inspiré la personnalité préférée des Français, encore aujourd'hui, dans son célèbre single « Comme toi ». Comme elle, tu voudrais changer le monde, mais cela ne dépend pas seulement de notre propre volonté. Sa vie ne dépendait plus d'elle. Parfois, notre création est la destruction chez autrui. Souvent, notre création est la destruction chez soi. La plupart du temps, les hommes font face à des inondations, des vagues insurmontables. Malheureusement, ils ne résistent pas toujours à celles-ci. Mais parfois, notre vie fleurit au détriment de ces gens dont on considère que leur vie n'a aucun prix. Nos téléphones sont construits en la silicone, fabriqués en RPC, les métaux viennent de RDC. Vous pensez que les conditions sont positives pour ces personnes-là? Cette lavande qui inspire la tendresse, mais qui déchaîne les cœurs. D'ailleurs, comment faire un discours à Grenoble École de Management sans parler d'économie? Les libéraux pensent que la valeur d'un bien se mesure par 2 éléments. Sa rareté et son utilité. Est-ce qu'on est vraiment obligé de parler de la supposée utilité de la lavande? Parce qu'un téléphone, c'est utile. Enfin, un compte s'en sert pour faire tout autre chose que de swiper sur Instagram. Cette lavande, elle sera de plus en plus fréquente. Elle ne nous procurera plus un symbole d'espoir. Elle ne nous donnera plus le sentiment de nous sentir mieux. Et vous savez pourquoi? Parce que cette rareté deviendra banalité. Elle nous permettra juste de voir un peu plus à quel point on agit trop partiellement sur tous les sujets touchant notre société. Plus de 3 enfants sur 4 respirent un air toxique. Oui, on ne s'empare pas assez de la crise écologique. En 2021, l'UE a enregistré 632 315 demandes d'asile. On ne s'empare pas non plus de la crise migratoire. On a tous plus ou moins fait ce devoir de citoyen, comme il l'appelle. Voter. Pour certains, on a même fait l'effort incommensurable de lire les 800 professions de foi. On a voté pour un candidat qu'on défendait, pour faire barrage à un autre, ou simplement pour glisser un bulletin vide.
Allons-nous revenir à une consommation plus respectable, tant pour nous que pour les autres? Vous savez quoi? Je doute fort que quelque chose ayant l'apparence du beau fasse reculer les auteurs de cette création. Nous, Ernest Renan nous déclare ces mots. Les larmes de tous les peuples sont de vraies larmes. Les rêves de tous les sages renferment une part de vérité. Tout n'est ici-bas que symbole et croyance. Ces fleurs, elles ont oui un symbole. Le symbole de notre impuissance, le symbole du désespoir, le symbole de la destruction de la planète tellurique sur laquelle nous vivons. Comment pouvons-nous, étudiants, enseignants, ou bien simplement visiteurs, considérer que c'est un symbole positif? La seule chose positive que l'on pourrait y trouver aujourd'hui, c'est simplement que notre fin est là. Elle est là. Pour les personnes ayant une confession, c'est rassurant. Mais pour les autres, c'est alarmant. On vous a dit, on vous dira que c'est un symbole d'espoir et de création. Mais il n'en est rien. Auparavant, c'était le cas. Mais il n'en est plus. Aujourd'hui, l'espoir, c'est attendre quelque chose avec confiance. Mais lorsque la chose est là, l'espoir disparaît. La raison d'être également. Il n'en est plus parce que ce monde a changé. Parce que nous avons grandi. Et le monde avec. Nous ne pouvons plus baser notre espoir sur un événement ayant une durée de 15 jours dans l'année. Événement causant plus de malheur que de bonheur. Événement créant des personnes meurtries au profit de choses supposées jolies. Vous pensez vraiment que les personnes votant depuis des années espèrent encore quelque chose de notre classe politique? Non. Il s'agit de nous prendre en main, de faire des efforts à notre échelle, d'agir, car y a-t-il un meilleur antidote au désespoir que l'action? On ne peut pas ne pas observer, analyser et nous surpasser. Notre espoir ne peut s'attacher à un événement. Il ne doit pas. Il doit s'attacher à notre événement. Notre espoir doit venir de notre force intérieure. La création, elle, doit venir de notre propre volonté. Je ne vous dis pas que cela sera facile. Vous aurez parfois le cœur brisé, envie de tout abandonner, de vous attacher à une fleur. Mais vous ne pourrez pas. Parce que cet espoir aura une durée limite. Voulez-vous vagabonder de fleur en fleur, ou alors devenir votre fleur? Voulez-vous vagabonder d'espoir en espoir, ou devenir votre espoir? Voilà. Voilà que nous avons à faire un choix. Le choix de nous relever, d'avancer, de continuer. Continuer, non pas pour paraître grand, mais pour l'être réellement. Être grand physiquement, oui, mais le plus important, c'est de l'être mentalement. Mentalement, ne plus attendre l'espoir, mais l'incarner. Incarner cet espoir, notre espoir. Sans espoir, il n'y a rien. Rien n'est aussi désespérant que de ne pas trouver une nouvelle raison d'espérer, disait Machiavel. Pour espérer dans notre espoir, ça va se réfléchir, se méditer et se construire. Construire notre espoir par un symbole. Ce symbole, il est possible. Et regardons-nous, finalement, c'est personne d'autre, à part nous. Voudriez-vous visiter des contrées lointaines? Venez avec moi, dans l'Orient. Peut-être que vous trouverez avec moi, au sol d'un désert, où l'air est sec, une merveille solaire. Une lavande du désert. Cette beauté foudroyante et à l'odeur envoûtante, qui vit et naît là où nul autre en ce monde n'ose vivre décemment. Elle est, de loin, un symbole de création, d'espoir. Si vous la regardez avec moi, vous verrez une chose. Cette chose, c'est l'Orient légendaire. Il serait facile de regarder dans cette fleur un monde féerique, fantastique. On peut facilement, dans cet Orient, monter sur un tapis volant et peut-être voir même au loin les ruines de la cité antique disparue. Alors oui, cette cité qui est née dans un Orient prospère et magnifique veut nous dire une chose qui se rattache à ces lavandes. Cette chose, c'est l'espoir. Cet espoir
et cette foi en l'avenir. Alors oui, c'est une cité. Mais au-delà de cela, ce qui nous fait vivre, nous autres hommes, n'est-ce pas l'espoir que des choses s'incarnent? Mais si vous regardez cette lavande du désert d'un peu plus près, voir ce qu'elle veut vous dire, elle vous racontera une histoire. Une histoire réelle, plus dure à entendre. Une histoire que certains pourraient qualifier de tragique, et qui pourtant a une beauté au fond. Cette histoire, chaque lavande a la sienne. Mais je vais vous raconter l'histoire d'une lavande que je connais. D'une fille que j'aime. Imaginez cette lavande qui est née dans le pire terreau que nous puissions imaginer. Là où violence rime avec silence. Et si le destin n'était déjà pas assez cruel, eh ben, sachez qu'il lui a affligé encore une autre punition. Une maladie qui l'empêche aujourd'hui de sortir de chez elle. Et si elle voulait enfreindre cette règle, le destin lui infligerait alors la sanction suprême. On pourrait alors se dire que tout est perdu, que rien ne suffira jamais pour retrouver l'espoir dans cette position. Et pourtant, si vous l'aviez vu comme moi je l'ai vu, la première fois, vous auriez été comme ces voyageurs dans le désert qui, au beau milieu des ténèbres, de cet enfer brûlant, vous l'auriez trouvé, cette lavande. Oui, cette lavande, vous la regarderiez avec des yeux d'enfant, des yeux émerveillés. Un miracle en ce monde, l'espoir. Vous savez, son passé, son combat m'a inspiré. Au-delà de ça, elle est une déesse qui traverse monts et rivières de drames. Et elle est apparue devant moi avec son aura rayonnante, avec sa vitalité, avec l'espoir au fond d'elle. Un espoir fragile. Et même si elle ne peut pas être là ce soir, cette salle, elle restera toujours pour moi un mystère, quelque chose qu'on ne peut définir. Et pourtant, si elle était là aujourd'hui, sûrement assise comme elle le fait d'habitude au premier ou au troisième rang, lorsqu'elle le pouvait encore, elle vous dirait, avec son petit sourire, que c'est la vente du désert, en fait, ça ne raconte pas grand-chose. Et que si on devait vraiment dire quelque chose, alors ce serait celle-ci. Elle vous dirait qu'il faut être ces personnes qui, malgré les défis, malgré l'adversité, malgré la difficulté, résistera. Vous résisterez, vous grandirez, pour au final fleurir. L'espoir, il est partout. Ces personnes comme cela, il en existe beaucoup. Et vous les connaissez sûrement déjà. De Martin Luther King, en passant par Simone Veil. Ces personnes qui, lorsque les ténèbres nous attaquent, lorsqu'elles nous tourmentent, leur simple idée, leur simple combat, leur simple passé, nous suffit pour avoir l'idée, pour relativiser, pour reprendre confiance en nous. Les combats que nous devons faire face sont importants dans notre vie. Aujourd'hui, l'espoir est là. Lorsque vous affronterez ces défis,
protégé de cette étincelle. L'espoir peut fleurir de n'importe où, là où on ne s'y attend pas. Il le peut. Alors, face à l'adversité, face aux difficultés, face à ce destin cruel et parfois injuste, la lavande du désert murmure en hurlant une phrase, quelques mots qui résumeront tout. Alors je vais vous le dire, oui. C'est la lavande du désert, elles veulent vous dire une chose. Elles veulent vous le dire de manière simple et claire. Elles veulent vous l'hurler, alors je vais le faire. Elles veulent juste vous dire que l'espoir ne meurt jamais. Raphaël, membre du jury, va annoncer les 3 gagnants et qui vont du coup après aller en phase finale. Tout d'abord, félicitations à tous les participants, c'était très très bien. Ça a été parfois très compliqué de les partager. Donc, comment? Ah, les participants, si vous pouvez vous lever, s'il vous plaît, comme ça qu'on puisse bien vous voir. Donc, les finalistes seront Antoine, Lucille, et enfin Anthony. Cette voix, c'est moi. Alors, cher joueur, vous ne me connaissez pas, mais je vous rassure, cette pièce, peu me connaissent non plus. Le sujet porte sur la voix, effectivement. Ce qui est curieux, vu ma voix chevrotante au précédent passage. Encore une autre curiosité d'avoir donné un sujet portant sur la voix à un ancien bête. Cette voix, cette, est-ce une ville? Est-ce un pronom démonstratif? Cette jolie fille, par exemple? 7, c'est avant tout un chiffre. C'est le chiffre de la chance, le chiffre des 7 nains, des 7 doigts de la main. Mais c'est aussi le chiffre des péchés capitaux. La colère, la gourmandise, la luxure, la paresse, l'envie, l'orgueil ou encore l'avarice. 7 péchés, 7 voix dans ma tête. 7 voix dans ma tête, c'est moi. Je pense qu'elles me définissent. Les 7 péchés capitaux, oui, c'est un culte biblique. Les 7 étages du tartare. Pas de bœuf celui-ci, mais ce n'est pas de la tarte non plus. Mais si cette voix, c'est moi, ça veut dire que je possède tous les péchés? L'avarice. L'animal relié à l'avarice est le renard. Il est vrai, j'avoue adorer Molière, et j'adore aussi l'avare au foot. Mais vu le nombre de postillons infligés au premier rang, je ne pense pas être avare. L'orgueil. L'orgueil du lion. Non, sûrement pas. Je sais reconnaître que j'ai des failles et que j'ai failli pas réussir au tour précédent. L'envie. L'envie d'avoir envie. Ah non, je nie, toi tu n'es plus en vie. Mais j'ai vraiment envie de gagner, et je pense que certains m'envient. La paresse. L'animal, le grizzly. Demander à J'aime en débat un nœud de cravate, oui, c'est paresseux. Bel animal, de surcroît. La luxure. Effectivement, je ne peux pas vous le cacher, cher juré, je me plais au plaisir charnel. Mais je ne suis pas le meilleur. On m'a demandé de préparer un texte en 5 minutes, record que j'aurais aimé obtenir. Mais j'ai envie de l'être. Pardonnez mon orgueil. La gourmandise, le sanglier. Je suis gourmand en nourriture et en compliments. Normal, il faut que je gonfle mon orgueil. La colère. Le dragon de la colère. Ça me rappelle d'ailleurs un précédent exposé. Toujours est-il que je ne pense pas être colérique. Sinon, à Gênes, j'aurais déjà fait brûler l'établissement.
Mais, chers jurés, si cette voix c'est moi et que tous ces péchés me définissent, alors je suis content de constater, dans ma grande humilité, que je ne possède pas beaucoup de péchés. Mais j'espère en tout cas qu'à la fin de ce jugement, je ne serai pas colérique. Je compte sur vous pour ne pas manquer d'avarice et, si possible, d'être gourmand quand vous gonflerez ma note. Pour ce qui est de la paresse, je suis content d'être là et je ferai tout pour rester. J'ai envie de gagner, mais je suis aussi conscient de mes faiblesses. Alors j'espère que vous n'aurez pas à vous affronter aux 7 péchés capitaux. Je compte sur vous. Cette voix, c'est moi. Alors, après, tout comme vous, être resté bouche bée face à un sujet aussi peu bavard, j'ai tout de même réussi à le faire parler et à trouver une voie à suivre, la mienne. Pour vous prouver que cette voix, c'est moi, je ne vous ferai pas l'affront de pousser la chansonnette. Malgré des années de solfège, je ne suis pas sûre que votre enfant le supporterait. Cette voix, c'est celle avec laquelle je vous parle, et celle avec laquelle je vais tenter de gagner ces 300 €. Cette voix reflète normalement qui je suis. Ma meilleure amie me reconnaît sans m'avoir vue quand je l'appelle. Cette voix, c'est aussi la voix de l'éloquence que j'ai choisie aujourd'hui. Mais c'est surtout la voix du train qui m'a permis de venir jusqu'ici en toute sécurité, en vous faisant perdre potentiellement votre soirée. Merci d'être là. Vous auriez sûrement préféré faire un karaoké. Cette voix, c'est celle que je choisis au quotidien par mes choix. Bon avec celui de m'inscrire à ce concours et moins bon avec celui de manger des pâtes et un beignet bien gras à midi que je regrette actuellement. Mais alors si notre voix nous reflète, que direz-vous aux muets? Que direz-vous aux timides, aux introvertis, aux moines chartreux? En faisant le choix du silence, sont-ils moins que nous? Leur existence a-t-elle moins de valeur que la nôtre parce qu'ils ont choisi le silence? Face à ce dilemme, je souhaiterais vous conseiller de ne pas vous plier à la voix des autres, mais à votre voix intérieure. Apprenez à connaître les gens, à les comprendre. Vous comprendrez que la voix ne fait pas toujours le moine. Vous comprendrez que notre voix n'est également pas toujours que la nôtre. Notre voix est également celle des autres. J'ai tout à l'heure, à de nombreuses reprises, cher public, parlé à votre place, en votre nom. C'est ce que faisait brillamment Martin Luther King dans son discours « I have a dream ». Il représentait tous les Noirs américains, il a fait à merveille. J'espère, je n'ai pas la prétention de faire aussi bien aujourd'hui, mais je vais tout de même tenter. Mais certaines personnes parlant en votre nom ne vous convainquent pas toujours et ils nous laissent parfois perplexes, montrant que notre voix n'est pas toujours celle des autres. Je ne suis pas certaine que dans le... Parce que c'est notre projet, tout le monde se reconnaisse et voit ses plus grands rêves. Pardon Emmanuel. Alors, pour conclure, je dirais, suivez votre voix, pas celle des autres. Votre voix est la vôtre et ne laissez pas les autres vous couper la parole. Merci beaucoup, Lucille, notre homme de la victoire. Encore une fois, la féliciter et l'applaudir encore. On a eu de la chance ce soir. Bon, et pour petit rappel, du coup, nous allons maintenant assister à la dernière joute, la joute finale. Et cette soirée, du coup, se terminera ensuite par la délibération du jury et l'annonce des gagnants. Et puis on finira avec un mot du président de l'association pour les remerciements et les formalités. Voilà. Donc, on va du coup accueillir la troisième personne. Ça va du coup Anthony Jouve, en première année de PGE à Gênes, on peut l'applaudir.
Je vous souhaite bonne chance pour cette dernière journée. Merci déjà d'avoir cassé le silence, c'était un peu stressant. Alors, cette voie, c'est moi. On peut déjà voir la distinction claire entre la voie, le chemin, et la voie liée à la capacité oratoire. Il faut rapidement se demander, mais qu'est-ce qui lie les deux? Qu'est-ce qui lie la voie et la voie? Il est facile alors de voir apparaître un idéal, quelque chose que nous croyons plus profond de nous, ou pas. Cet idéal-là, c'est la démocratie. La démocratie allie la voix, la parole, le chemin, l'unité. Mais au fond, on peut voir une crise de la voix. On peut voir que lorsque nous avançons dans cette démocratie, au fur et à mesure des années, des décennies, nous voyons à l'inverse de la voix s'installer un silence. Ce silence-là, c'est une extinction de voix. On pourrait se dire que c'est triste, que la démocratie est en train de chavirer. Et pourtant, d'autres pourraient vous dire qu'au contraire, aujourd'hui tout le monde parle, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans la rue. Tout le monde parle. Mais parlons-nous vraiment? Aujourd'hui, comme vous le savez sûrement, le constat est clair. L'abstention augmente, l'instabilité politique également. Que faire alors? La situation est-elle si grave? Je me souviens de Tocqueville, lors de son voyage en Amérique. Et on disait souvent, la démocratie, c'est le moins pire des systèmes politiques. C'est peut-être vrai. Pourquoi? Eh bien, réfléchissez. On voit que ce n'est pas facile aujourd'hui de parler. Encore moins devant une foule. Encore moins lorsque le stress est là. Mais le problème n'est pas là, nous le pensons. Il réside dans chacun d'entre nous. Aujourd'hui, on ne peut plus aller voter, soit par conviction, soit en se disant « ma voix ne compte pas, ma voix n'existe pas ». Et bien, à tous ces gens qui pensent ça, je rétorquerai une chose simple. La démocratie, c'est notre voix, c'est notre protecteur. Un peu comme un magnétophone. Si vous n'utilisez pas de votre voix, si vous ne choisissez pas cette voix, si vous ne choisissez pas la démocratie, qui vous protégera? Qui vous protégera du silence? Ce silence-là, on le connaît. Ce silence-là, parce que plus personne ne veut s'écouter, plus personne n'ose s'écouter. Ou même lorsque la voix existe, on peut se dire qu'il y a conflit. Mais au fond de cela, je garde en moi une petite étincelle. Cette étincelle-là, j'en suis sûr, est une étincelle qui se transformera en une grande flamme. Notre démocratie va mal. C'est un fait. C'est triste, n'est-ce pas? Mais non. Dans toute crise, il y a une guérison qui est possible. Oui, nous parlions encore tout à l'heure de la Chine. Ce pays qui revendique quasiment fièrement de ne pas être une démocratie, et qui pourtant va bien, ou va mal. Dans le silence naît les ténèbres. Aujourd'hui, comme pour demain, nous avons un adversaire de taille. La démocratie contre tout ce qui est de l'ordre de l'oligarchie, des dictatures, de l'autoritarisme. Mais ce combat, il existe depuis la Grèce.
il existe. Et à chaque fois que la démocratie a été attaquée, elle est revenue. N'oublions pas qu'elle n'existe pas que depuis quelques centaines d'années. Elle existe depuis des milliers d'années. Elle était là, en chacun d'entre nous. Elle est dans nos gènes. Cette voie, c'est notre voie. C'est la voie que nous choisissons de prendre. C'est une voie qu'on ne peut pas prendre seul. Alors aujourd'hui, il faut nous allier. Cette étincelle que je vous ai parlé, c'est à nous, ensemble, de la transformer en une flamme. Je ne peux pas le faire seul. Mais nous pouvons le faire ensemble. Cette voie, c'est ma voie. Mais notre voie ensemble est plus fort que n'importe quoi. C'est un trésor précieux. Un trésor que nous devons partager. J'y crois. Alors pour conclure, retenez alors juste une simple chose. Le silence est le pire des ennemis. Alors protège la voix.